Parlons de la justice aujourd'hui. Le rapport Sauvé, que tout le monde n'a pas lu, mais enfin, tout le monde a lu les gros titres, dresse un portrait catastrophique, aucune ambition, pas de moyens. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste? Oui, mais j'étais au comité Sauvé, donc ça fait partie des choses qui ont été... le comité Sauvé, il faut rappeler qu'on était 2 magistrats, hein. 3, on va dire, justice, puisqu'il y avait aussi un membre du CSM. En tout, on est 12, et tous les autres sont des politiques ou des universitaires ou d'anciens grands serviteurs de l'État. Il y avait 3 membres du Conseil d'État, actuels ou passés. Il y a eu une unanimité sur ce constat, hein, donc qui transcende véritablement les clivages professionnels. Et moi, je le partage totalement. Et la grande idée du comité Sauvé, c'est effectivement de déplorer l'absence de regard systémique sur la justice au cours de ces dernières années. Et son grand message, c'est de dire que si on veut s'en sortir, il n'y a pas que le remède ne passe pas que par des moyens, il passe par des moyens et aussi nécessairement par un certain nombre de réformes de fond systémiques qu'il appelle de ses voeux. C'est ça son grand message. On reparle de Chantal Arens, mais il disait, j'imagine que vous êtes en train de dire la même chose, il faut avoir une réflexion sur le périmètre du juge. Oui, bien sûr. Qu'on lui demande probablement trop. Bien sûr. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'en définitive, tout ce qu'on appelle le gracieux, c'est-à-dire la fonction de protection qu'exerce le juge, devrait être exercée par d'autres instances? Oui et non. Je le dis, mais de façon nuancée. Je pense que le juge, il doit garder un office dans la protection. Par contre, on pourrait progresser dans la délimitation et le partage des compétences entre l'administratif et le judiciaire. Il y a effectivement aujourd'hui des circonstances, je pense notamment à certaines choses au regard des juges des enfants et dans ces liens avec l'aide sociale à l'enfance, où le périmètre du juge d'enfant pourrait être un petit peu diminué pour qu'on fasse gagner du terrain à la protection administrative, mais sous certaines conditions. Je pense que la dépossession totale des pouvoirs en matière de protection du juge ne serait pas une bonne chose. Par contre, il y a de la marge, quoi. On peut gagner. Dans les marges, est-ce que vous ne pensez pas que les procédures en général, bon, on pense toujours à la procédure d'appel, mais que les procédures en général, et même peut-être les process dans l'administration de la justice, ne sont pas une source de congestionnement de la machine, et qu'en fait, si on simplifiait un certain nombre de choses, on remettrait de l'évident. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Plus le temps passe, plus on a compliqué le système. Hein. C'est vrai au pénal, avec la procédure, et c'est vrai aussi au civil. Au civil, on est arrivé à des... on a cru... c'est toute la problématique des décrets Magendie. Hein. On a tellement serré les choses et rigidifié, et on les a tellement rigidifiées, notamment au niveau des délais, qu'on est arrivé finalement à une situation qui ne constitue aucun remède, hein, mais qui au contraire est venu encore aggraver les choses. Donc je pense qu'il y a certainement un moment où il faudrait simplifier, desserrer et avoir une gestion différente des choses. Un autre des grands messages du comité Sauvé, c'est au civil la priorisation du premier degré, hein, je vous rappelle. Hein. Il y a après les grandes questions sur l'appel, hein, voie d'achèvement, voie de réformation. Oui, mais on a l'impression que ces réflexions reviennent toujours et qu'on nous dit oui, il faut prioriser le premier degré, mais si on veut le prioriser, il faut peut-être envoyer les meilleurs, en tout cas déjà des magistrats avec une carrière conséquente, lesquels veulent aller en cours d'appel. Comment on fait concrètement? Parce que dissocier, c'est la bonne réponse, et elle est pour partie dans le projet de réforme, projet de loi organique, c'est la dissociation du grade et de l'emploi, c'est-à-dire en réalité permettre à des gens d'accéder au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire, tout en leur donnant la possibilité de continuer, pas forcément en permanence, mais de continuer à travailler au moins pour un temps donné dans les juridictions du fond. Ce qui aujourd'hui n'est pas toujours possible. Et ça permettrait aussi de densifier et de multiplier les allers-retours entre le premier degré et l'appel. Il y a des vraies marges de progression là-dessus. Il y a des marges, mais est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Je vais faire une comparaison. On dit toujours qu'il faut mettre les meilleurs professeurs devant les plus mauvais élèves, puisque c'est là qu'on a le plus de besoins. Et au fond, devant des très bons élèves, on peut mettre des professeurs qui sont peut-être un peu moyens. Je parle à tous les niveaux, hein, que ce soit... Et alors, du coup, on a mis des incitations pour envoyer des bons professeurs dans ce qu'on appelle les quartiers moins favorisés, etc. Ça marche pas.
qu'il y a une envie à un moment de progresser et après avoir eu des étudiants compliqués, enfin, ou des élèves passer à d'autres qui sont plus faciles à faire progresser. Est-ce que vous ne craignez pas que malgré tout... Non, moi je crois que si on veut agir sur les choses, il faut agir à la fois sur la compétence, en permettant effectivement à des gens, plus souvent à des gens très expérimentés, de revenir au niveau du premier degré parce qu'ils vont pouvoir apporter de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que notamment au niveau du premier degré, il y a un vrai problème de qualité qui peut être mis en relation avec parfois un manque d'expérience, avec une plus grande difficulté des contentieux et avec une baisse de la collégialité. Oui. Donc je pense que la réponse aujourd'hui, elle passe à la fois par plus de qualité, plus de compétences et plus de collégialité. Ça renvoie effectivement à ce que j'indiquais tout à l'heure, hein, à la fois sur les organisations et sur les effectifs. Et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra jouer. On a quand même des gros problèmes de qualité aujourd'hui. Alors, plus effectivement dans certaines juridictions que dans d'autres. Mais quand vous voyez aujourd'hui que le taux d'appel en matière prud'homale de mémoire est à 61 ou 62%, enfin c'est considérable. Et sur le premier degré, bon, sur les tribunaux de commerce et les TGI, ça doit être à 13-14. Mais par contre, sur les tribunaux judiciaires, vous avez les taux de réformation par les cours d'appel qui sont extrêmement importants. Oui. Donc il y a aujourd'hui un vrai problème de qualité qui se pose, et ça on ne peut pas l'ignorer. Et encore une fois, moi je vois que ces deux réponses-là, hein, permettre de redonner du corps à travers des compétences supplémentaires au premier degré, on permettait à des gens expérimentés d'y revenir, et puis plus de collégialité. Ça, c'est essentiel. Il y en a plus assez aujourd'hui. C'est plus de temps. Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'idée inverse, qui est de se dire, au fond, le premier degré, c'est toujours un premier regard, porté par des magistrats qui ne sont peut-être pas les plus expérimentés, donc il y aura forcément des erreurs, mais il faudrait que ça aille plus vite. Pour qu'on ait... Oui, mais c'est l'autre solution. On peut pas être en désaccord avec ce que vous dites. Là aussi, je crois que on était passé à plus de 15 mois sur le délai moyen de traitement d'une affaire devant le tribunal judiciaire. C'est ce qu'on a vu dans le rapport Sauvé. C'est beaucoup trop long. Bien sûr, il faudra aller beaucoup plus vite. Oui, mais du coup, effectivement, si on va plus vite, ce sera peut-être un peu moins bien. Non, je vous dis ça parce que... Non, pas forcément. Je pense qu'on peut aller plus vite, à travers, effectivement, des mises en état qui sont différentes, à travers plus de... Il faudrait donner plus de moyens à la mise en état et l'avoir peut-être différemment. Et puis, effectivement, avoir des approches différentes sur les écritures, revoir aussi différemment le travail des avocats. Les avocats ne travaillent pas aujourd'hui, quand ils font leurs conclusions, ne travaillent pas aujourd'hui comme ils travaillaient il y a 40 ans. Hein. Il y a 40 ans, on écrivait, aujourd'hui on est passé au dictaphone, on a des écritures qui ont doublé, voire triplé, voire quadruplé de volume. Je pense que tout le monde devrait revoir ses pratiques et essayer de travailler différemment. Alors, est-ce que vous croyez au développement de l'amiable et est-ce que vous pensez que c'est une solution, une vraie réponse aux difficultés actuelles de la justice? Oui, à certaines conditions. Je pense que l'amiable ne doit pas devenir, comme ont pu devenir d'autres réponses, ne doit pas devenir un mode de gestion des flux. D'accord. Voilà. Donc je pense que l'amiable est adapté dans certaines situations. Il doit être privilégié autant qu'on peut. Hein. Moi j'ai toujours beaucoup cru au dicton il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Il faut certainement y recourir, mais ça ne sera pas la panacée non plus, il faut en faire davantage. Après ça, bon, il y a un certain nombre de prérequis aussi si on veut que ça marche. Hein. Je pense que le premier des prérequis, c'est un problème d'acculturation. C'est-à-dire qu'il faut que les juges comprennent les avantages que ça peut avoir. Il faut que la procédure permette effectivement de mieux y recourir. On s'était rendu compte dans le comité Sauvé qu'aux Pays-Bas, par exemple, il y a un système qui fait que dans le cadre des mises en état, à un moment donné, il y a des entrevues entre le juge et les parties qui vont permettre aux juges de faire comprendre aux gens que leurs demandes, ils vont se faire... Oui, mais c'est précisément ce que fait le juge anglais, c'est qu'il reçoit. Oui, aussi. Donc, il y a une chose qui se développe comme un amiable dont on ne parle quasiment jamais. Et bon, comme je suis l'un de ces médiateurs, j'ai envie qu'on en parle, qui sont les médiations dites de la consommation, qui sont en fait des médiations d'expertise. Qu'est-ce qu'on fait? On donne une réponse juridique. Et on dit, voilà, votre demande, juridiquement, elle vaut quelque chose, ou elle vaut rien, ou elle vaut à moitié. Là, c'est plus vraiment de la médiation. Et ça fonctionne, parce que là, on parle de, si on les aligne toutes, c'est 100 000 dossiers par an. Et celle-là, j'ai l'impression que
elle passe sous le radar, alors que c'est la seule qui marche. Mais je pense que derrière tout ça, franchement, et quel que soit l'intérêt des modifications législatives qu'il peut y avoir dans les projets qui sont en cours, le premier sujet pour moi, c'est la culturation. Pouvoir montrer aux gens l'intérêt qu'il y a à prendre cette voie, leur donner les moyens de les prendre, parce que c'est pas tout de dire on va faire recours amiable ou ce qu'il y a dans le projet, il faudra aussi avoir les moyens humains de le faire. Et puis gros problème d'acculturation au niveau des avocats, avec une question derrière qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, financièrement et en termes de modèle économique, les avocats ont véritablement intérêt à ce que les actions qu'on leur apporte partent vers la médiation? J'en suis pas persuadé. Oui, sauf que la médiation permet peut-être de donner un traitement juridique à des choses qui resteraient en dehors parce qu'on accorde du procès. Moi, je pense que mais je pense que le modèle économique de la profession, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas forcément une garantie de réussite de ce recours beaucoup plus massif à l'amiable. Et que la culturation, le problème de la culturation est posé pour les juges, mais aussi pour les conseils. J'ai envie de vous poser les 2-3 dernières questions. Cette question des moyens et de l'état de la justice, moi quand j'étais étudiant, vous m'en parlez déjà, est-ce que vous le ressentiez, vous, en début de carrière? Non. En début de carrière, beaucoup moins, parce qu'on n'était pas confronté à la même pression, on n'était pas confronté au même volume d'affaires. Franchement, moi, mon cadre professionnel d'il y a 40 ans n'a rien eu à voir avec celui que j'ai connu après. On ne le ressentait pas de la même façon. Et puis, le problème, c'est qu'en 40 ans, on a accumulé les compétences supplémentaires sur les procureurs et les juges sans leur donner les moyens nécessaires. Donc, au bout du compte, les choses se sont régulièrement détériorées. Donc, vous ne pensez pas que, finalement, la sous-dotation de l'autorité judiciaire est significative de la place politique qu'on lui reconnaît. Et qu'au fond, cette idée que l'autorité judiciaire, d'abord, n'est pas un pouvoir. Je pense que ce qui a fait beaucoup de mal avec le recul, c'est la dimension RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, qui a constitué effectivement à faire rentrer dans la justice des logiques productivistes de gestion de flux, où on s'est vraiment polarisé sur les taux de couverture. Hein. Il faut absolument sortir plus d'affaires qu'on en a rentrées, etc. Donc une logique productiviste qui a certainement appauvri la dimension humaine et le temps nécessaire à l'écoute des gens. Je pense que c'est ça qui explique effectivement la perte de sens qui est dénoncée par certains collègues aujourd'hui. Et tout ça, finalement, ça met en place effectivement la question de savoir quelle doit être la place de la justice aujourd'hui. Est-ce que c'est un service public comme un autre? Est-ce que c'est un service public tout à fait spécifique? Ce que je crois, hein, c'est un service public à valeur constitutionnelle. Et est-ce que, compte tenu de sa spécificité, il ne faudrait pas l'appréhender de façon différente en faisant en sorte que le juge, il ait les moyens, effectivement, quand il traite un dossier, d'apporter le temps nécessaire à l'examen du dossier. Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens? C'est ce qu'on a vu avec le rapport Sauvé. Le justiciable qui va devant le juge, eh bien, il attend que le mieux pour lui, effectivement, qu'on le comprenne, hein, mais il attend d'abord que le juge l'écoute, et que le juge prenne le temps nécessaire pour l'écouter, et puis après qu'il rende une justice dans des délais raisonnables, et qu'il rende une décision de qualité, dans laquelle effectivement il la motive, et que le justiciable, lorsqu'il l'a dit, soit en mesure de la comprendre, et de savoir pourquoi on lui a donné tort, pourquoi on lui a donné raison. Ben, tout ça, ça a un coût. Et je pense que ça renvoie effectivement à la tribune des jeunes collègues, hein. C'est le sens effectivement de la fonction qu'on exerce. Ce sens, il ne faut pas le perdre. On est véritablement en service des gens. Et il faut que les gens qui s'adressent à nous soient en mesure de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on a statué dans tel ou tel sens, et qu'on ait pris le temps de les écouter. François Molins, vous quittez vos fonctions, on vous imagine pas retraité. Demain, vous allez faire quoi? Si c'est possible. En fait, j'ai déjà eu 2 vies, moi. Hein. Je dis mon métier de parquetier pendant 42 ans. Une deuxième vie à la Cour de cassation, parce qu'encore une fois, c'est tout à fait différent. Ça a été une deuxième vie, là, je vais en avoir une 3e. Et vous pouvez être sûr que je vais m'occuper. J'ai déjà des tas de propositions qui tourneront autour du thème partager, transmettre, partager, former.
Donc je vais avoir des occupations et je me dis que l'enjeu en réalité ça va peut-être de garder un peu de temps libre parce que j'ai quand même aussi envie d'avoir un peu, mais je vais pas m'ennuyer. Je vais continuer à me rendre utile, mais à me rendre utile différemment. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune magistrat en début de carrière aujourd'hui? Ben, je dirais que il a bien fait de choisir ce métier parce que c'est un métier magnifique et je lui dirais qu'il faut absolument faut être courageux parce que ça on en a besoin tout au long de sa vie professionnelle quand on choisit ce métier-là. Garder sa foi, garder son enthousiasme, ça c'est nécessaire jusqu'au bout, quel que soit l'âge. Et surtout, je pense bien se pénétrer de l'exigence d'être dans la cité. C'est-à-dire que, surtout par rester dans sa tour d'ivoire, hein, être dans la cité, être au cœur des problèmes des gens, et puis garder toujours cette curiosité d'esprit et cette volonté cette exigence permanente de se remettre en cause et de ne jamais se croire dans le vrai. Parce que c'est là effectivement qu'on court, je pense, le plus grand risque de se tromper. Ouais. François Molins, monsieur le procureur général, merci infiniment de cet entretien. Merci. Au revoir, à très bientôt.